cœur de Paris. C'est une initiative privée de Cyril Gary avec sa structure Mixart, à laquelle s'est greffé aussi Psycom et Art Convergence. Et c'est dans le cadre de la Journée de la santé mentale qu'avait été créée la première édition en 2015. Voilà, donc c'est l'occasion d'aborder, d'échanger, de voir, de participer, puisqu'il y aura une grande fresque participative qui aura lieu dans cette cour tout à l'heure, et d'aborder toutes les questions qui sont liées aux troubles psychiques. Donc on peut être intéressé, on peut être directement concerné, soit en tant que patient, soit en tant que personnel médical, soit en tant que membre de la famille. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà. C'est une opération vraiment citoyenne et culturelle. Donc là, c'est la première conférence de la journée avec Olivier Sigman, qui est juriste, qui a un Master 2 en droit de la santé et en éthique médicale. Vous êtes également formateur pour personnel soignant, infirmier, sage-femme. Vous avez déjà 5 années d'expérience dans des établissements publics et privés de santé, généralistes ou psychiatriques. Et depuis 2006, vous portez contribution pour renseigner tout un chacun sur les questions à la fois juridiques, liées à la santé, grâce à un blog que j'ai découvert, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a plus de 2400 articles qui sont aujourd'hui référencés. Vous l'alimentez très régulièrement. La dernière publication date du 1er octobre, j'ai vu, et elle concerne un sujet qui va être débattu l'année prochaine, mais qui n'est pas celui de votre intervention d'aujourd'hui. C'est sur l'avenir de la sécurité sociale et de son financement. Voilà, donc pour l'instant, donc, le sujet sur lequel vous allez faire votre conférence aujourd'hui a été intitulé « Le droit des patients à l'heure des nouvelles organisations territoriales de santé » et fait directement référence à l'instruction du 4 août 2017, donc très récente, qui est liée, j'imagine que vous allez nous le dire, à ce nouveau découpage aussi de l'Hexagone et la création de ces régions. Voilà, en tout cas, je vous incite après à aller sur le blog. Mais merci beaucoup. Alors effectivement, c'est vrai que cette conférence est vraiment en lien avec la thématique de Ma Petite Folie qui se déroule au Grand Voisin ce samedi. Donc bonjour à tous. Cette conférence, effectivement, dont l'intitulé est « Le droit des patients à l'heure des nouvelles organisations territoriales de santé » va se dérouler en 2 temps. Pendant 20-25 minutes, une présentation de ma part sur les droits des patients en général et en psychiatrie et leurs implications dans les organisations de santé à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de projets territoriaux ou de regroupements d'établissements de santé. Puis pendant 20-25 minutes d'un échange avec la salle, et puis à l'issue sur le stand que j'anime sur le droit de la santé dans l'espace Mon Petit Stand. Donc dans une première partie, je vais tout d'abord quand même me présenter un petit peu autrement. Donc je m'appelle Olivier Sigman, j'ai 35 ans. J'ai suivi une formation en droit de la santé et en éthique médicale, ainsi qu'en médiation et en finance et budget d'un hôpital. J'exerce en tant que juriste, j'ai exercé en tant que responsable des affaires générales et juridiques, de la clientèle et du développement, et puis en tant que chargé des relations avec les usagers et du développement de la recherche clinique. Je délivre effectivement des formations sur les droits des patients et sur l'organisation de la santé, tant en formation initiale qu'en formation continue à destination du personnel soignant et administratif. Je publie régulièrement dans des revues professionnelles, la revue de l'infirmière, et puis dans d'autres revues sur le droit des patients et l'organisation. Et puis j'anime effectivement depuis 11 ans maintenant un blog sur le droit de la santé, droit-médecine.over-blog.com. J'interviens ici à titre personnel, donc mes propos n'engagent que moi. Tout d'abord, des droits individuels et collectifs des personnes qui sont prises en charge en établissement de santé. Il y a 1 an et demi, j'avais déjà réalisé une vidéo d'une 20aine de minutes sur YouTube
à l'occasion de la Journée européenne des droits des patients. Une journée, comme son nom l'indique, qui a vocation à diffuser les droits des patients pour une même date, qui permet des initiatives de toute personne pour développer ses droits. La psychiatrie est souvent stigmatisée, et la presse en a fait le relais dernièrement avec le titre de la Provence, Comment la société les gère, les barjots, les schizos et les autres, il y a quelques jours, et puis une épreuve dans Fort Boyard, célèbre jeu télévisé diffusé dans le monde entier, qui s'appelait L'Asile, avec les anciennes camisoles qui existaient il y a quand même un certain nombre d'années. Je vais aborder donc des droits généraux des personnes hospitalisées avant d'aborder les droits plus spécifiques des patients hospitalisés en psychiatrie. Sur les droits généraux, il faut rappeler en préambule que l'humanisation des hôpitaux date seulement d'une circulaire du 5 décembre 1958, ce qui n'est donc pas si ancien, relative à l'humanisation donc des hôpitaux. Puis il y a eu des chartes. Tout d'abord, une circulaire du 20 septembre 1974 relative à la charte du malade hospitalisé. Puis une autre circulaire le 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés. Et puis la dernière qui est affichée, diffusée dans tous les établissements de santé, quels qu'ils soient, publics et privés. C'est une circulaire du 2 mars 2006, donc 11 ans maintenant, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. Cette charte, qui reprend principalement des éléments de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, énonce de nombreux principes que je vais essayer d'aborder succinctement. Le premier principe est que toute personne est libre de choisir l'établissement qui la prendra en charge, à l'exception des patients hospitalisés sans leur consentement, qui ne peuvent l'être que dans certains établissements autorisés. Sinon, tous les établissements de santé, quel que soit leur statut, public, privé à but lucratif ou non lucratif, délivrent un égal accès aux soins requis face à l'état de santé du patient. Aucune discrimination n'est permise. L'état de santé, le handicap, l'origine, le sexe, la situation de famille, les opinions politiques, vraies ou supposées, la religion, bien évidemment, et puis les caractéristiques génétiques. L'accessibilité, et le plan d'accessibilité des établissements de santé est actuellement toujours en cours et de mise, notamment pour les personnes atteintes d'un handicap, qu'il soit physique, mental ou sensoriel. L'établissement de santé s'adapte également aux difficultés de compréhension et de communication des personnes hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien. Ici, on va donc aborder les personnes de confiance, et puis les associations d'usagers, les pairs aidants et toutes les associations qui lient des conventions pour être au plus proche des usagers. Toute personne est accueillie de jour comme de nuit, et éventuellement dans certains établissements qui ont cette autorisation en urgence. Le deuxième principe, qui est indiqué dans cette charte, indique que les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. En effet, l'ensemble des acteurs de santé tentent de soulager la souffrance et la dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en charge. De même, en lien avec la qualité de l'accueil, tout établissement de santé a en son sein une commission des usagers chargée de projeter et d'améliorer l'accueil des patients hospitalisés. Troisième point, l'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Les établissements s'assurent de la délivrance des informations médicales aux patients et adaptées aux éventuelles difficultés de communication. La preuve incombe à l'établissement. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, ainsi que sur les investigations, traitements, actions et actions de prévention proposées ainsi que sur leurs alternatives. Le secret médical n'est jamais opposable au patient. Il est nécessaire que le patient puisse avoir accès directement au pronostic, au diagnostic et au traitement proposé. Le patient, cependant, peut refuser d'être informé, sauf en cas de risque de transmission à des tiers. Le médecin doit, au cours d'un entretien individuel,
donner à la personne une information qui est accessible, intelligible et loyale. Nécessairement, elle sera adaptée lorsque les patients peuvent être souffrant de troubles mentaux. L'information doit être renouvelée si nécessaire. Et le médecin répond avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées. Quatrième point de cette charte, un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. L'atteinte à l'intégrité corporelle et l'indisponibilité du corps humain ne peuvent être dérogées que par nécessité médicale pour la personne et avec son consentement préalable. Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, sauf urgence, la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches est consultée par le médecin. Le consentement de la personne doit être libre, sans contrainte, éclairé, après une information loyale et appropriée des actes et des risques. Et en cas de risque nouveau, la personne doit nécessairement en être informée. Et vous avez pu découvrir à travers la presse l'ensemble des risques nouveaux, notamment en cas de délivrance de médicaments où on découvre a posteriori des risques sur la santé. Lors de son admission, toute personne hospitalisée majeure est systématiquement informée de la possibilité qui lui est offerte de désigner une personne de confiance, ainsi que de la possibilité de rédiger, pour le cas où elle ne serait plus en état de s'exprimer elle-même, ses directives anticipées, notamment lorsque la santé et le pronostic vital va être engagé. Cinquième principe, un consentement spécifique est prévu pour certains actes. Si le principe général est le consentement préalable sans nécessité d'écrit, certains actes médicaux font l'objet d'un consentement écrit et express. Ainsi, on peut citer l'assistance médicale à la procréation, le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, le prélèvement d'organes en vue d'un don sur personne vivante, l'interruption volontaire de grossesse, et la stérilisation à visée contraceptive, ainsi que la réalisation des examens des caractéristiques génétiques. Sixième point qui nous concerne beaucoup moins au sujet de cette conférence, mais sur les droits des patients qui a son importance, une recherche médicale ne peut être réalisée sans que la personne ait donné son consentement, après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles. La personne qui souhaite participer à une recherche doit donner un consentement écrit. Si elle refuse de participer à cette recherche, ce qui est son droit, sa prise en charge ne changera pas par rapport aux soins de qualité nécessaires pour traiter sa pathologie. Dans le domaine de la santé mentale, la recherche et le nombre de recherches qui sont actuellement en cours est très infime au regard de l'ensemble des recherches médicales qui existent. Septième point, la personne hospitalisée peut à tout moment quitter l'établissement. Une personne hospitalisée peut à tout moment quitter l'établissement. En cas de danger pour la santé de la personne, elle signera une attestation mentionnant sa connaissance des dangers de cette sortie anticipée. Il s'agit des sorties contre avis médicaux. Seules les personnes hospitalisées sans leur consentement, d'où le lien avec la thématique de la journée de ma petite folie, ne peuvent rédiger cette attestation. Pour ces dernières, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles peuvent être imposées, mais cependant limitées à la nécessité de leur état de santé. Le huitième point de cette charte, qui est affiché, la personne hospitalisée est traitée avec égard. Et si nécessairement, il va y avoir un impact en lien avec la déstigmatisation. Le respect de l'intimité de la personne doit être préservé pendant le séjour. Les soins, la toilette, la consultation et les visites médicales, le traitement pré- et post-opératoire, les radiographies, le brancardage, et ainsi de suite. La personne hospitalisée est traitée avec égard et est respectée dans ses croyances. Dans les établissements de santé publique, toute personne peut exercer son culte librement, sans toutefois porter atteinte au fonctionnement du service, la qualité des soins, les règles d'hygiène, la tranquillité, étant donné que le prosélytisme, y compris par les visiteurs, est sanctionné, notamment sous peine d'exclusion. Neuvième point, le respect de la vie privée est garanti à toute personne.
Il va sans dire, toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée. Le personnel est tenu au strict respect du secret professionnel. 10e point, la personne hospitalisée bénéficie d'un accès devenu direct aux informations de santé la concernant. Toutes les informations de la prise en charge constituent le dossier du patient, que ces informations soient médicales et paramédicales. De la lettre de liaison d'entrée à celle de sortie, y compris les actes réalisés. Cette lettre de liaison remplaçant le compte-rendu d'hospitalisation. Toutes les informations doivent être accessibles directement et sans intermédiaire auprès de la personne hospitalisée. Or, bien évidemment, de celles recueillies auprès des tiers. Il s'agit de ce que l'on appelle vulgairement l'accès au dossier médical. Toute personne peut, par simple lettre, nécessairement comme avec une copie de sa pièce d'identité, demander auprès d'un établissement les informations qui ont été recueillies pendant sa prise en charge, qu'elles soient hospitalières à temps complet ou, et comme c'est développé de nos jours, ambulatoire. 11e point, la personne hospitalisée exprime ses observations, c'est important, sur les soins et sur l'accueil. Dans chaque établissement, une commission des usagers veille au respect des droits des usagers. Cette commission veille notamment à ce que les personnes puissent exprimer leurs griefs auprès des personnes responsables de l'établissement. Cette commission est également, et il y a un lien ici, destinataire des pratiques d'isolement et de contention dans les établissements psychiatriques afin de les faire réduire. Elle est également destinataire des demandes de dossiers médicaux et des questionnaires de satisfaction qui permettent d'élaborer le projet d'établissement qui, comme son nom l'indique, permet à l'établissement de se projeter sur les 5 années suivantes. Vous voyez donc l'importance du patient qui va pouvoir s'exprimer. Voici pour cette première partie en ce qui concerne les droits généraux des patients. Mais des droits généraux, en psychiatrie, nécessairement, vous allez aussi avoir des droits plus spécifiques. À l'hôpital, et en psychiatrie plus particulièrement, les patients ont longtemps été soumis à une loi du 30 juin 1838 relatif, alors les termes étaient de l'époque, relatif aux aliénés, qui, selon le texte, disposait que toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins auront déclaré que la guérison est obtenue. Il en sera rendu compte au ministère de l'Intérieur. Lorsqu'actuellement, vous avez connaissance dans la presse des liens que le président de la République a souhaité entre les établissements psychiatriques et le ministère de l'Intérieur au sujet des patients potentiellement radicalisés dans les établissements psychiatriques, vous voyez effectivement que le lien perdure à travers les âges, justement pour la sécurité publique. De 1838, la réglementation est restée la même, jusque à la loi du 27 juin 1990. D'où un certain nombre de professionnels de santé qui ont été formés sur la loi de 1838 et qui peuvent encore avoir les réflexes de cette ancienne loi. La loi de 1990 était relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Elle a permis de nouveaux droits pour les patients en psychiatrie. Elle disposait « toute personne hospitalisée avec consentement dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. » Nécessairement, c'est bien pour cela que j'ai commencé par les droits généraux, et le texte rappelait que les patients en psychiatrie bénéficient, même s'ils sont soignés en psychiatrie, des mêmes droits que tout autre patient. Cette loi définissait également les règles des hospitalisations sans consentement. Il s'agissait de troubles qui rendent impossible le consentement et un état de santé qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante au milieu hospitalier avec 2 certificats médicaux au début, puis un 24 heures après, et un 72 heures après, et un autre 8 jours après, puis ensuite tous les mois. Cependant, le 26 novembre 2010, une décision du Conseil constitutionnel, à l'issue d'une question prioritaire de constitutionnalité, a imposé
que seul un juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, peut prolonger une hospitalisation sans consentement au-delà d'un délai de 15 jours. La loi du 5 juillet 2011, prise en application de la décision du Conseil constitutionnel, était relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Il y a eu un ajout par la loi du 27 septembre 2013. Elle a instauré un réel cadre protecteur pour les patients. 4 modes d'hospitalisation principaux sont mis en place, avec des droits pour les patients. Il est rappelé que l'hospitalisation libre, avec le consentement, doit être le principe. Par exception, une hospitalisation sans consentement, sur décision du directeur de l'établissement de santé autorisé en psychiatrie, à la demande d'un tiers, qui a des relations avec le patient, en cas d'urgence ou même en cas de péril imminent, peut être mise en place. Il existe également une hospitalisation sans consentement, sur décision du représentant de l'État dans le département, par le maire, voire par le préfet, lorsqu'il y a des troubles à la sécurité publique. Enfin, il y a également une hospitalisation sans consentement sur décision de justice, en cas d'irresponsabilité pénale, ou dans le cas d'un détenu dont l'état de santé n'est plus compatible avec le milieu carcéral. À ce moment-là, une fois que j'ai indiqué les droits des patients, vous pourriez me demander comment être certain que les nouveaux droits sont respectés, puisqu'on peut faire des déclarations d'intérêt, et le but est quand même que les droits puissent être respectés. En psychiatrie, la procédure d'admission est devenue définie de manière très rigoureuse, évitant ainsi tout abus, avec des certificats médicaux différents au début de l'admission, lorsque le patient va arriver dans l'établissement de psychiatrie, puis un nouveau certificat médical 24 heures après, 72 heures après, 8 jours après, puis, depuis 2011, une décision du juge des libertés de la détention, au plus tard 12 jours après l'admission. Et le juge va voir le patient obligatoirement, avec un avocat, tant sur le fond, les justifications impératives par rapport à l'état de santé, que sur la forme. Le juge est là pour protéger le patient. Il s'agit d'une audience civile et non d'une audience pénale. Le patient n'a aucune crainte ensuite d'être immédiatement au tribunal et en détention. Le patient peut également à tout moment saisir ce juge s'il considère la durée d'hospitalisation un peu trop longue à son goût. Il peut également faire appel de la décision du juge des libertés de la détention. Le contentieux a été pour cela unifié au niveau civil. Donc, après le juge des libertés de la détention, la cour d'appel, puis la cour de cassation dans sa chambre civile. En plus, le patient conserve l'intégralité de ses droits, et notamment de communiquer avec le maire de la commune, le préfet, le procureur de la République, la commission des usagers que j'ai évoquée tout à l'heure, et la commission départementale des soins psychiatriques. La durée d'hospitalisation doit se réduire au strict nécessaire. Le juge peut ainsi lever la mesure d'hospitalisation complète en psychiatrie, sans consentement, si les conditions légales ne sont plus respectées, ce qui peut arriver dans certains établissements dans environ 5 à 10% des cas. Dans la majorité des patients, ce sont les psychiatres qui vont permettre aux patients de sortir et de suivre des soins en ville, en programme de soins ou même en ambulatoire, au vu des nombreuses institutions qui existent à travers les départements. Très bien, me diriez-vous à ce moment-là. Mais comment les usagers peuvent influencer la politique de santé mentale ? Justement, les usagers sont au cœur des organisations territoriales de santé. Il est utile de réfléchir les droits des patients à l'aune des organisations territoriales de santé depuis 2016. Ainsi, depuis le 1er janvier de cette année, la loi de modernisation du système de santé a mis en place 135 groupements hospitaliers de territoire. Avec le décret qui s'en est suivi du 27 avril 2016, la prise en charge du patient est donc globale au sein d'un territoire. Les commissions d'usagers, composées de représentants d'usagers, et chargées, comme je vous l'ai indiqué, d'élaborer les volets usagers du projet d'établissement de santé, ont vocation à se mutualiser.
Les projets médicaux partagés au sein des groupements hospitaliers de territoire sont vus par ces nouvelles commissions d'usagers. La même loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a également organisé ce qu'il est appelé les territoires de démocratie sanitaire par le décret du 26 juillet 2016, afin de permettre la mise en cohérence des projets de l'Agence régionale de santé, des professionnels de santé, des collectivités et la prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers. Tout cela va être piloté par des conseils territoriaux de santé et chaque conseil territorial est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau et d'une commission spécialisée en santé mentale de 21 membres, dont 4 usagers. Il y a également une formation spécifique organisant l'expression des usagers qui comporte 12 membres, dont la moitié sont des usagers. Ainsi, la politique concernant la santé comprend nécessairement les besoins et les attentes des usagers qui font remonter les griefs des usagers auprès des associations et des membres qui sont dans ces commissions. La même loi de janvier 2016 a également mis en place des communautés psychiatriques de territoire par un décret du 26 octobre 2016. Cette communauté fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture. La convention constitutive d'une communauté psychiatrique de territoire est préparée par les représentants légaux et les présidents de commissions médicales des établissements de santé autorisés en psychiatrie, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. On trouve également un autre élément. Dernièrement, les projets territoriaux de santé mentale, par un décret du 27 juillet 2017. Ce projet territorial a 3 missions. Favoriser la prise en charge sanitaire et l'accompagnement médico-social des patients. Structurer l'offre de prise en charge sanitaire. Coordonner le second niveau et organiser la mission de psychiatrie de secteur. Les finalités sont énoncées. Promotion de la santé mentale, amélioration continue et promotion des capacités des personnes, de leurs conditions de respect et de promotion des droits, avec des espaces de concertation qui sont les conseils locaux de santé mentale. Dans ces missions, il figure également l'information des personnes et de leur entourage et ça nous concerne immédiatement en cette journée, la lutte contre la stigmatisation, ainsi que la réponse aux personnes hospitalisées sans consentement. Au niveau national, un comité de pilotage national sur la psychiatrie est de nouveau opérationnel, avec 35 membres, dont des représentants des usagers, des directeurs, ainsi que des sociétés savantes en psychiatrie. Ce comité de pilotage travaille sur 4 thèmes pour les 3 années à venir. La réduction et l'encadrement du recours aux pratiques d'isolement et de contention, la prise en charge ambulatoire et l'hospitalisation en psychiatrie, la psychiatrie infanto-juvénile, en lien avec la protection de l'enfance, et la prévention, la lisibilité, l'accessibilité, la continuité des soins, ainsi que le financement. En octobre 2016, un rapport a été délivré relatif à la santé mentale. Il a été remis par M. Laforcade. Il propose d'une part des actions sur la citoyenneté, développement des groupes d'entraide mutuelle, formation à la citoyenneté par les établissements, ou encore création d'associations d'anciens usagers. D'autre part, ce rapport énonce des préconisations sur le renforcement des droits des usagers, avec des règlements intérieurs dans les établissements, la nomination obligatoire d'un représentant d'usagers dans tous les conseils de surveillance des établissements de santé, la réservation d'une séance de conseil de surveillance à des questions des usagers ou, à tout le moins, des points systématiques les concernant. La généralisation de la personne de confiance également. Enfin, les propositions sont axées sur la déstigmatisation, avec, comme proposition, des stages en psychiatrie pour les journalistes, afin que les articles de presse soient moins stigmatisants, des chartes
pour l'accès des personnes handicapées aux logements sociaux, des coopérations et des actions d'information locales, en mairie, par l'éducation nationale, par la santé scolaire. Le rapport de la mission d'évaluation de la loi de 2011 et de 2013 concernant les patients hospitalisés sans leur consentement, que j'évoquais tout à l'heure, a été remis par Denis Robillard et Denis Jacquet en février 2017, il y a à peine quelques mois. 15 éléments ont été préconisés pour l'avenir, avec, en ce qui nous concerne, des recherches médicales permettant d'identifier des variables territoriales de recours aux soins sans consentement, le bénéfice systématique de l'aide juridictionnelle de plein droit pour les patients hospitalisés sans consentement qui sont vus par le juge de la liberté de la détention, ainsi que des recommandations de la Haute Autorité de Santé relatives aux conditions de mise en place, de modification et de levée des problèmes de soins. Figurait également dans ces préconisations la suppression de l'obligation pour les greffes du juge de demander la copie du bulletin numéro 1 du casier judiciaire pour vérifier si le patient n'était pas déjà l'objet de procédures en cours. Le rapport sur l'évolution des modes de financement des établissements de santé, remis par Olivier Véran, actuellement rapporteur des projets de loi de financement de la sécurité sociale, remis mi-2017, a proposé de pondérer le système de dotation globale de financement des établissements par une modulation à la population aux soins. La dotation modulée à la population et aux soins réalisés permettrait dans ce cas de financer des coûts fixes majoritaires de l'ordre de 80%. Ainsi, si les patients ont des droits individuels dans les établissements de santé, et plus particulièrement en psychiatrie, les nouvelles organisations de psychiatrie, depuis 1 an, donnent majoritairement aux usagers davantage d'importance dans la définition des politiques de santé mentale. Il revient donc aux usagers de s'approprier cette importance accordée, transmettre cela aux usagers, au plus grand nombre, et travailler nécessairement en concertation entre toutes les associations représentatives d'usagers et les établissements de santé. J'espère avoir été assez clair dans le temps imparti. J'arrive à l'issue de cette première partie. Je vous remercie nécessairement de votre attention et laisse place aux questions que vous posez, où nous avons à peu près 20-25 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?